Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir la télévision nationale pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Deuxième conférence des ministres du comité des pêches pour le centre-ouest du golfe de Guinée. Les échanges ont eu lieu à Cotonou. Les acteurs sous-régionaux du sous-secteur de la pêche veulent unir leurs efforts pour une pêche artisanale durable en Afrique de l'Ouest. Modernisation et construction des marchés urbains et régionaux. Après la signature des contrats et les remises de sites, les travaux de 9 marchés ont été lancés à Cotonou. Le point dans ce 20h. Et puis, El Hadji Diouf, une légende du football africain, était au cabinet du ministre des Sports. L'ancien international sénégalais a échangé avec Osvaldo Meki d'une probable collaboration pour le développement du sport au Bénin. L'actualité, c'est le programme de modernisation et de construction des marchés urbains et régionaux. Après la signature des contrats et les remises de sites, les travaux de construction de 9 marchés urbains à Cotonou ont été lancés hier jeudi au marché Aïdjedou. Les détails avec Lenaïk Agbazaou et Ernest Tetego. Et c'est parti pour 15 mois de travaux. Un délai de rigueur à l'issue duquel 9 marchés de Cotonou vont faire peau neuve et devenir de véritables espaces marchands urbains, attractifs et répondant aux normes modernes. On a parlé de 35 marchés. Pour cette année, nous lançons 20, dont 9 à Cotonou. Nous sommes là pour Cotonou, pour lancer les 9 marchés de Cotonou. Le PAG prend toujours son départ d'ici. Pour ces 9 marchés, c'est près de 32 milliards de francs pour nos mamans, pour l'activité économique, pour les emplois. Voilà donc ce que nous sommes venus lancer aujourd'hui, des marchés modernes, avec toutes les commodités, des places plus confortables, un espace de vente plus adapté, des sanitaires qu'il faut, une infirmerie. Je crois qu'il y a même des garderies dedans pour permettre à certaines femmes de faire garder leurs enfants. Une zone technique pour gérer les déchets. Voilà notre gros problème. Tout ça est prévu. L'éclairage à l'intérieur de ces marchés et à l'extérieur seront assurés de façon autonome par l'énergie solaire. En cas de coupure, les marchés ne se retrouveront pas dans l'obscurité. Autour de ces marchés, l'aménagement routier est pris en compte avec l'assainissement qui va avec. Il n'est plus question d'avoir des marchés inondés avec des flaques d'eau. Nous sommes précieuses aux yeux de notre président, le président Patrice Talon. C'est pour cela qu'il nous offre l'opportunité de pouvoir exercer nos activités dans un cadre agréable qui nous ressemble et qui nous rassemble. Le programme d'action du gouvernement se concrétise sérieusement dans la ville vitrine du Bénin. Pour les autorités préfectorales et communales, le chef de l'État est à remercier pour les nombreuses réalisations dont bénéficie Cotonou. Se met ainsi en perspective l'un des maillons essentiels de la grande et belle vision gouvernementale, sinon présidentielle, de transfiguration de la ville de Cotonou, notre vitrine économique incontestable à l'international. Toute chose qui concrétise par ailleurs l'option gouvernementale d'investissement structurel dans l'économie béninoise, à travers la construction et la modernisation de plusieurs marchés urbains et régionaux sur des sites stratégiques de desserte facile pour l'ensemble du territoire national. Vous me permettrez en cet instant solennel de renouveler notre vibrant hommage au principal artisan de tous ces projets, Son Excellence M. Patrice Talon, pour sa vision éclairée et son ambition de faire de Cotonou une capitale moderne. L'entreprise ITB en charge des travaux est reconnue pour ses compétences et son professionnalisme. Elle promet de respecter le délai et de livrer les joyaux à bonne date. Le groupe Chagouri, à travers sa société ITB, est déterminé à relever le défi de délai d'exécution de 15 mois.
d'exécuter les travaux dans les règles de l'art pour le bonheur de nos populations. Des sites de relogement sont prévus pour les commerçants en attendant la réalisation des nouveaux locaux. Après Cotonou, il sera aussi procédé prochainement au lancement des travaux de construction de marchés régionaux dans plusieurs autres localités du Bénin. Le projet spécial d'appui à Agégué entre dans sa phase active. Les travaux sont lancés ce vendredi. Il sera question de réfection de voies et de construction de latrines. Ghislain Kogué, Bénédicte Kossou. C'est parti pour 5 mois de travaux de réfection et de construction. Réfection de voies d'accès, réfection et construction de latrines. Par le projet spécial d'appui à la commune des Agégué, Patrice Talon veut désenclaver la localité et soulager les peines des populations. Nous voulons ici présents vous dire de transmettre au président Talon les remerciements, la reconnaissance de la population des Agégué. Il fait de l'impossible. Il n'est pas Dieu. Mais depuis son avènement, tout ce qu'il fait, tout ce qu'on dit qu'impossible, Patrice Talon arrive à le faire. Le projet spécial d'appui à la commune des Agégué comprend 3 composantes. La première composante concerne la réhabilitation complète de 57 latrines à 4 cabines et la construction de 4 nouvelles latrines pour compléter le stock d'équipements sanitaires de base en état de fonctionnement dans la commune des Agégué. La composante 2 concerne la réfection de 13,6 km de voies de desserte de la commune. Réfection qui concerne la mise au gabarit à 10 mètres du profil en travers de la voie, la réalisation de 4 ouvrages de franchissement, le renforcement et la réhabilitation de 10 dallos déjà existants. Il y a une 3e composante. La composante 3, dont l'étude et la mise en œuvre des travaux ont été différées, concerne l'extension de l'électrification conventionnelle et le déploiement de kits solaires photovoltaïques dans les localités de Zungamé et de Avagodi. Le coût total des travaux des composantes 1 et 2 s'élève à 766 millions de francs CFA. La preuve que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, écoute son peuple, le présent projet spécial d'appui à la commune des Agégué a été inscrit dans le programme d'action du gouvernement. La composante extension de l'électrification qui est prévue être réalisée dans les prochaines phases du projet permettra d'améliorer la sécurité et le bien-être de la population. Ce projet se veut social et vient confirmer la volonté du chef de l'État d'insuffler un véritable développement équilibré sur toute l'étendue du territoire national. La joie était visible chez les populations qui ont chanté et dansé jusqu'au départ de la délégation officielle. Je vous l'annonçais dans les titres, les acteurs sous-régionaux du sous-secteur de la pêche sont à Cotonou. Ils veulent unir leurs efforts pour la durabilité d'une pêche artisanale en Afrique de l'Ouest. C'est à la faveur de la 12e conférence des ministres du comité des pêches pour le centre-ouest du golfe de Guinée. Rebecca Kenjaoundé, Evariste Zoumaou. La situation en matière de sécurité dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, un espace en proie à l'insécurité maritime de nos jours, et pour cause. En effet, il est signalé que notre région continue d'enregistrer des niveaux élevés de pêche illégale, de piraterie, de vols à main armée, d'activités pétrolières illicites, de trafic de contrebande et de divers délits environnementaux qui menacent la sûreté, la sécurité, mais aussi la durabilité des activités de pêche. Il devenait donc impérieux de trouver des solutions idoines, de mener des actions concertées entre les pays concernés pour sauver cette activité. Voilà pourquoi le CPCO, Conseil des pêches pour le centre-ouest du golfe de Guinée, est né. Entre sa première réunion et cette 12e édition, la conférence des ministres de la pêche du CPCO s'est vêtue à mettre en place un cadre pour le contrôle et la surveillance des zones de pêche. D'autres activités ont également été menées. Nous avons élaboré un plan d'action en collaboration avec le secrétariat général
afin d'assurer une meilleure visibilité du comité. Des démarches ont été entreprises auprès des partenaires, notamment la coopération norvégienne et la coopération japonaise JICA, pour solliciter d'une part l'appui pour le renforcement des capacités des acteurs de la pêche artisanale et d'autre part l'appui pour les aménagements des sites de débarquement. La mise en œuvre du mémorandum d'entente qui vient d'être élaboré entre la CEDEAO et le CPCO permettra ainsi d'atteindre ces objectifs. Au-delà de tout ceci, cette 12e conférence des ministres sera le cadre idéal pour aborder la question de la pêche artisanale, d'où le thème retenu, unir nos actions pour la durabilité d'une pêche artisanale en Afrique de l'Ouest. Prenons le cas de mon pays, le Bénin. De la pêche, nous tirons 70 à 72 000 tonnes de poissons. La pêche industrielle couvre à peine 16 000 tonnes. L'aquaculture, 5 à 6 000 tonnes. Le reste, c'est la pêche artisanale. Et de ces pêches artisanales, la pêche artisanale continentale nous donne à peu près 30 000 tonnes et celle industrielle, ce qui reste. Voyez-vous, c'est important de travailler sur cette problématique, de sécuriser les acteurs qui s'y adonnent pour être sûr de disposer de produits de qualité pour notre sécurité et la sécurité alimentaire de nos populations. Il s'agira donc pour les participants d'instruire le plaidoyer nécessaire pour la pêche et d'en faire un levier de réduction de la pauvreté et de l'inclusion sociale. Pendant ce temps, les députés du réseau des parlementaires pour l'eau et l'assainissement étaient en session. La rencontre a porté sur les droits à l'eau et l'assainissement et la partition des parlementaires. À cette session, des engagements sont pris pour une participation plus active des parlementaires. Ghislain Poguet, Bénédicte Possou. Les droits à l'eau et à l'assainissement sont-ils mis en œuvre au Bénin? L'Assemblée nationale joue-t-elle sa partition? Les députés se réunissent pour trouver réponse à ces questions. Dans le domaine de l'eau, le tableau que présente le Bénin reste déplorable. En matière de fourniture d'eau, pendant que les États-Unis d'Amérique fournissent 500 litres d'eau à leurs citoyens par personne et par jour, et que les pays européens sont à 130 litres, le Bénin n'arrive pas à donner 20 litres d'eau par jour et par personne, quand les besoins sont estimés à 50 litres par personne et par jour. Face à cette réalité, les députés membres du réseau béninois des parlementaires pour l'eau et l'assainissement s'engagent. Les députés membres du réseau proposons d'assurer une veille parlementaire pour que les engagements internationaux pris par l'État d'accroître les dotations financières pour l'assainissement et l'hygiène soient tenus. Ils s'engagent aussi à voter le code d'hygiène publique en étude à l'Assemblée nationale très prochainement. Des progrès sont en cours dans le domaine de l'eau grâce à l'ambition du gouvernement béninois de réaliser l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2021. Mais du côté de l'assainissement, le constat est peu reluisant. 70% de défécation à l'air libre au Bénin. Il est fondamental de donner au problème de l'assainissement toute la place qui lui revient. Si pour l'eau potable, le Bénin est sur la bonne voie, il reste encore d'énormes défis quant à l'hygiène et à l'assainissement qui insistent pour qu'une attention particulière soit accordée aux femmes et aux filles ainsi qu'aux personnes vulnérables. L'eau, c'est la vie. L'assainissement, c'est la dignité. Les députés se proposent d'assurer une veille parlementaire pour que les engagements pris par l'État béninois pour l'assainissement et l'hygiène soient tenus dans une démarche plutôt préventive. La dégradation des terres cause d'énormes pertes financières et expose les populations à l'insécurité alimentaire. Face à cette réalité, le Bénin, à la COP25 à Madrid, propose des pistes de solutions pour sauvegarder une partie des 63% des terres arables sur son territoire. À l'image de l'Ouganda, de l'Éthiopie et d'autres pays africains, le Bénin veut revenir aux pratiques culturelles endogènes, nous dit William Tchoki. Le gouvernement du Bénin à mettre un accent. Plus de 280 milliards de francs CFA perdus chaque année à cause des mauvaises pratiques agricoles. De faramineuses sommes d'argent parties en fumée pour cause de dégradation des terres. Pire, elles approvisionent les populations et étalent le lit de l'insécurité alimentaire en Afrique. Le Bénin a non seulement exposé les impacts de ce comportement, mais il a aussi présenté les méthodes en cours d'expérimentation
pour restaurer une bonne partie des 63% des terres arables du Bénin détruites. Cet aspect nous a permis donc de promouvoir les technologies innovantes pour pouvoir passer à la restauration donc des terres dégradées. Luc Nyakadia, ancien ministre de l'Environnement et expert international, assurait la modération de ces échanges, portait aussi sur le financement climat, un sujet de toutes les discussions à cette COP de Madrid. On a observé au Bénin, par exemple, que entre 2000 et 2010, le coût de la dégradation des terres en termes socio-économiques a été évalué à 8% du PIB du Bénin en valeur de 2007. Comment on fait pour changer ça? Comment on fait pour accroître la restauration des terres? Avec quel mécanisme? Comment on capte les savoir-faire endogènes pour ce faire? Comment on fait les transferts de technologies qui sont nécessaires? Comment on fait aussi pour gérer le risque? Comment on fait pour que les acteurs puissent avoir accès à des mécanismes qui existent? L'Ouganda, l'Éthiopie et d'autres pays de l'Afrique font aussi face au même phénomène de dégradation des terres. Ils préconisent comme le Bénin la mise à l'échelle des pratiques endogènes, des pratiques respectueuses de l'environnement, documenter ces techniques traditionnelles pour l'implémenter dans d'autres localités. On parle maintenant de la Cour constitutionnelle qui a été saisie d'une requête en date du 18 juillet 2019. Requête par laquelle François-Xavier Ulrich Dossou forme un recours contre le président de l'Assemblée nationale de la 7e législature pour violation de l'article 123 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La haute juridiction a rendu son verdict prononcé ici par son président. Vu la Constitution, vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, oui, M. Joseph Diogbenou en son rapport après en avoir délibéré, considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 123 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président de la dite Assemblée devrait publier périodiquement un feuilleton portant indication sommaire des pétitions et des décisions concernant les députés. Qu'à la date de la requête, le président de l'Assemblée nationale n'a pas effectué les points périodiques de cette décision au titre de la 7e et de la 8e législature, qu'il y a violation des articles 123 du règlement intérieur et 84 alinéa 1er de la Constitution. Considérant que le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale affirme que l'objectif de l'article 123 du règlement intérieur est de soumettre le président de l'Assemblée nationale à une obligation de compte rendu, qu'à travers les dispositions de cet article, il est demandé au président de l'Assemblée nationale de situer les députés sur la tenue et le traitement des pétitions, que même s'il est mentionné un canal précis de publication, en l'occurrence celle du feuilleton, la disposition visée a une fonction téléologique qui est d'informer qu'à cet égard, à l'ouverture de chaque session ordinaire, le président de l'Assemblée nationale présente à la représentation nationale son rapport d'activité dans lequel figurent tous les dossiers étudiés, y compris les pétitions. Qu'une copie du rapport d'activité est toujours remise à chaque député, ainsi que l'ordre du jour de la session ordinaire qui comprend tous les dossiers en instance, dont éventuellement les pétitions. Que deux sessions ordinaires étant ouvertes chaque année, par l'Assemblée nationale, les députés sont informés au moins 2 fois par an sur l'état des pétitions. Que le président de l'Assemblée nationale respecte donc son obligation de compte rendu en ce qui concerne les pétitions et qu'il n'y a donc pas violation de la Constitution. Considérant qu'au terme de l'article 123 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l'Assemblée, que selon l'article 84, alinéa 1er de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes les explications qui lui sont demandées. Que le feuilleton, qui assure l'information des députés par une ventilation périodique, ne saurait être confondu au rapport d'activité du président de l'Assemblée qui sont obligatoirement soumis à l'approbation des députés par voie de délibération. Considérant qu'il ne résulte pas du dossier, que les feuilletons relatifs aux pétitions et décisions concernant les députés leur aient été périodiquement distribués, que ne l'ayant pas fait,
le président de l'Assemblée a violé les textes visés. En conséquence, dit que le président de l'Assemblée nationale a méconnu les articles 123 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 84 alinéa 1er de la Constitution. Le Salon de l'emploi et des compétences, une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE a été lancée. L'initiative vise à réduire le taux de chômage au Bénin. La cérémonie de lancement a eu lieu hier à Cotonou. Oseni Adeleke. Il s'agit de réduire le taux de chômage et de faire reculer le sous-emploi pour la jeunesse béninoise. À l'occasion de la 8e édition de la quinzaine nationale de l'emploi du 2 au 13 décembre, il est organisé le Salon de l'emploi et des compétences. Le SALEC vise à offrir une occasion aux demandeurs d'emploi de rencontrer plusieurs entreprises en un lieu unique, puis, sans intermédiaire, mettre à profit leurs connaissances et savoir-faire afin de se faire recruter. Un point précis sera fait à la fin du présent salon et nous entrevoyons de bonnes perspectives, aussi bien pour les entreprises qui vont recruter que pour les jeunes en quête d'emploi, au regard de la qualité des employeurs présents en ces lieux d'une part et de la qualité également des demandeurs d'emploi, des offreurs de compétences que nous avons pu enregistrer depuis quelques jours et qui sont présents ce matin d'autre part. Le Salon de l'emploi et des compétences est un creuset d'échange, d'entretien et de décision entre le demandeur d'emploi et l'employeur. Je voudrais juste vous dire bonne chance pour ceux qui vont pouvoir décrocher aujourd'hui, 12 décembre 2019, leur premier emploi. Ces genres de rencontres sont vraiment une opportunité pour la jeunesse de pouvoir trouver de l'emploi, mais aussi doivent servir de motivation pour les autres à pouvoir vraiment se former et être compétents et pouvoir établir le lien entre les besoins de l'emploi et le marché de l'emploi. Des centaines de jeunes qui ont pris part à cette cérémonie remercient le gouvernement du président Patrice Talon pour cette innovation. C'est une bonne initiative. C'est une initiative salutaire à encourager et je félicite le gouvernement de la rupture par rapport à ces réformes. L'initiative, elle n'est pas mal, ça doit être les uns et les autres. La majorité, il y a des cas, dans tous les cas, qui vont trouver de l'emploi. Le SALEC est une réponse directe à la demande d'emploi et permet aux jeunes à la quête de l'emploi de révéler leurs talents aux employeurs. L'initiative va permettre à 1704 jeunes de sortir de sous-emploi ou du chômage. Le rapport national de spatialisation des cibles prioritaires des ODD focalise l'attention des collectivités locales, experts, cadres techniques et partenaires. Ils passeront au pays fin ce document stratégique en vue de sa validation. Les réflexions se mènent à Cotonou sous la direction du ministère du Plan et du Développement. Koudous Abdoulaye, Bernol Djogui. Si le Bénin a réussi à domestiquer les ODD. L'effet positif se dégage après 5 mois de travaux synergiques entre les 12 départements du Bénin. La définition des cibles prioritaires, des objectifs de développement durable. Les résultats de ces travaux vous sont soumis ce jour pour permettre de recueillir vos observations, vos amendements et pour permettre de renforcer la qualité de cet instrument capital, comme l'a rappelé Monsieur le Préfet, devant servir de référence et de base à la conception, la mise en œuvre et le suivi des programmes et projets de développement au niveau local, devant concourir à l'accélération et à la réussite de la mise en œuvre des ODD au Bénin. Durant ce processus, Monsieur le directeur de cabinet, nous avons indiqué notre disponibilité et notre accompagnement pour que véritablement ce rapport soit un rapport de qualité, un rapport qui va nous permettre, n'est-ce pas, de planifier des actions de développement pour le mieux-être de nos communautés à la base. Plus de 60% des cibles des ODD au niveau national ont un ancrage local, d'où l'option participative de la définition des normes d'action publique permettant la mise en œuvre de l'agenda 2020-2030. Cette approche a donc permis à chaque commune
de retenir 10 cibles prioritaires sur lesquelles sera portée une attention dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des ODD dans les communes d'ici 2030. Ces cibles doivent être intégrées dans les plans de développement communaux PDC et les plans annuels d'investissement PAI respectifs. Tout ceci contenu dans le rapport qui sera amélioré et validé. Il va davantage booster l'opérationnalisation des ODD, tenant compte des cibles priorisées dans le pays. Parlons maintenant des 60 ans de l'ASECNA, l'Agence nationale pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Pour la célébration de ces noces de diamants a initié une série d'activités. Les précisions avec Brice Chibozo et Jérôme Hongbo. Afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il y a 60 ans, naissait sur les bords du fleuve Sénégal à Saint-Louis l'Agence nationale pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. De 13 États au départ, ce pari tenu par les pères fondateurs fédère aujourd'hui 18 pays autour d'un idéal commun, sécuriser les mouvements aériens entre États membres. ASECNA, c'est la reconnaissance des États et de la communauté internationale. En témoigne le prestigieux prix Edouard Warner décerné par l'Organisation de l'aviation civile en 1972 à la ASECNA. Cette belle agence. Le parterre d'invités de marque a pu être informé au détour d'un documentaire de parcours élogieux de cet instrument d'intégration depuis 1959. La célébration du 60e anniversaire de l'ASECNA sera donc l'occasion de révéler davantage l'agence et de mieux la faire connaître. Il me plaît donc de rendre ici un vibrant hommage à nos aînés qui ont eu cette noble idée et à nous aussi et ceux qui ont écrit cette belle page de l'histoire de l'ASECNA et ceux qui continuent de conserver cet outil qui est aujourd'hui un label institutionnel, comme le dirait l'autre, une fierté pour tous. Au vu des catastrophes aériennes enregistrées sous d'autres cieux, l'existence de l'ASECNA se révèle être aujourd'hui d'une nécessité absolue. C'est nécessaire pour vous et moi qui voyageons par l'avion et donc d'être sûr lorsque nous prenons ces moyens de déplacement, d'être à l'aise depuis le décollage de l'avion jusqu'à l'atterrissage à l'endroit où nous voulons nous rendre. L'ASECNA fait partie des institutions qui ont duré, qui ont résisté au temps. Et c'est vraiment un outil d'intégration. Si on a pu résister jusque-là, c'est grâce d'abord à l'orientation des anciens, c'est grâce à notre adaptation aux nouvelles technologies et grâce au personnel surtout qui a travaillé jusque-là en compétence et en efficacité. Et notre souhait, c'est qu'on continue d'œuvrer pour la qualité de service sur laquelle on s'est engagé pour que la SECNA continue de grandir en compétence et en efficacité. Des conférences, débats, des journées portes ouvertes, des activités culturelles et sportives et une soirée de gala sont au programme de la célébration des noces de l'ASECNA qui vole et survole le temps. Qui vole, survole, caracole. Le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur invite tous ses membres à rallier leur pays les 28 et 29 décembre 2019. C'est dans le cadre de l'Assemblée générale inclusive qu'il organise à la mairie de Cotonou. Il s'agira pour eux d'explorer les pistes de participation au processus de développement de leur patrie commune, selon le secrétaire général du HCBE, Alfred Ido, interviewé par Jean-Claude James et Brice Thiboso. Le thème de l'AG, c'est l'expérience de la diaspora béninoise au service du développement. Ce rendez-vous va nous permettre, n'est-ce pas, d'unir toute la diaspora béninoise autour d'un même creuset.
et pour un idéal commun qui est la participation efficace au développement de notre pays. Il y a eu quelques malentendus, mais à l'heure où nous parlons, le seul bureau exécutif mondial du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur est celui dirigé par le président Romain Dacosta. L'AG est aujourd'hui ouverte à toutes les associations de Béninois à l'extérieur et à tous les membres du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur et les adhérents. Le décret qui porte le Haut Conseil de l'extérieur comme institution d'utilité publique est très clair. On peut faire des recommandations, mais on ne peut pas s'immiscer dans la gouvernance comme certaines sessions l'ont fait sans l'aval du bureau exécutif du ACBE. L'Assemblée générale inclusive aura lieu les 28 et 29 décembre prochains à Cotonou. Nous sommes en décembre, mesdames et messieurs, et chacun y va de sa manière pour se préparer à la nouvelle année dans les couvents et autres lieux de culte des différentes confessions religieuses. L'heure est à la purification. Pour les initiés, c'est la période propice pour implorer la bénédiction de Dieu. Gilles Donceau. Des actions de purification en cette période de fin d'année. Croisade de prière avec la divinité Tronqueto Deka Alafia. Bénédiction sur la nation entière pour la paix, la concorde et l'unité. Nous allons beaucoup implorer notre Vodun Tron. Nous allons l'implorer avec ferveur de vouloir protéger notre nation, le Bénin. Nous prions beaucoup pour notre président de la République, notre fils, notre frère, notre grand frère, son Excellence Guillaume Patrice Athanase Talon. Nous prions pour le maire de la commune de Boycon, son Excellence Luc Sertondi Atropo, avec tout son conseil. Des moments d'intense concentration, de prière pour traverser en douceur le passage d'une année à une autre. C'est seulement, uniquement les adeptes de tronc et puis les dignitaires de tronc de la commune de Boycon que vous avez vu tout à l'heure. C'est uniquement pour la ville de Boycon. Donc nous avons des démembrements un peu partout dans le pays. Je lance un appel solennel à tous les adeptes de tronc, les grands dignitaires de tronc, de s'unir davantage pour pouvoir faire la promotion de notre culte, la divinité Tron. Voilà, donc il faut que nous soyons un. Il faut que l'État aussi pense beaucoup à nous, les fidèles de Tron, les dignitaires de Tron, les adeptes de Tron, pour que nous puissions avoir beaucoup d'avantages. L'avis d'un chercheur scientifique sur la question. Dans toutes les cultures du monde, tous les peuples du monde, la fin et le début d'une nouvelle année donnent forcément lieu à un certain nombre de pratiques ritueliques. D'aucuns pour se protéger, d'aucuns une sorte de prière pour solliciter l'aide du ciel, bien amorcer la nouvelle année, et puis bénéficier de tout ce qui, selon eux, constitue les éléments essentiels pour leur bonheur. Donc, personne au monde, personne ne prend une fin au début d'année comme un banal événement. La tradition est ainsi respectée à travers divers sacrifices. Une légende du football africain au cabinet du ministre des Sports, Osvaldo Meki, a reçu El Hadji Diouf, qui séjourne depuis quelques jours au Bénin. L'ancien international sénégalais, meilleur joueur africain de l'année 2001 et 2002, a discuté avec le ministre des Sports d'une probable collaboration pour le développement du sport au Bénin. Au terme de cette entrevue, les deux personnalités se sont présentées aux médias. Je vous propose de les écouter au micro de Brice Tibozo et de Herman Rodrigue à Mécan. El Hadji Diouf revient au Bénin à notre invitation pour une visite de courtoisie et de travail. Courtoisie, amitié pour le peuple béninois, pour ce qui se fait ici et pour lequel nous avons, comme je l'ai souvent dit, décidé d'associer, d'impliquer toutes les légendes africaines qui pourraient nous accompagner.
Et puis travaille parce que nous n'avons pas manqué l'occasion de lui présenter le programme qui est en cours au Bénin, sur lequel nous demandons, dans la mesure du possible, son accompagnement, son implication, comme nous l'avons fait avec d'autres légendes africaines, d'autres institutions, d'autres organismes. Ce que le Bénin a fait à la Coupe d'Afrique, je l'avais promis que je l'ai repassé, l'encourager, le féliciter, parce que le Bénin a mis la barre très haute à la Coupe d'Afrique. Et j'espère que maintenant le plus dur reste à faire. Le peuple va être plus exigeant. Les journalistes vont être encore plus exigeants. Et les joueurs aussi doivent être très exigeants avec eux. Parce que j'ai toujours dit, quand on est en quart de finale, on ne peut plus rester en quart de finale. Maintenant, il faut regarder les demi. Quand on fait les demi, après, il faut regarder la finale. Et quand on fait une finale une fois, 2 fois, on la perd, on n'a plus le droit de le perdre parce qu'on doit apprendre très vite. Et dans la vie, le plus important, c'est d'apprendre très vite. C'est pour ça que je suis là, pour partager avec le ministre des Sports et avec toute son équipe de mon expérience. Et là, Diouf et le Bénin, c'est comme des jumeaux. Parce que ma carrière, je l'ai commencé, ma carrière internationale, mon premier match. On était venu jouer ici, on a fait match nul 1-1. Je n'étais pas venu. À cette époque-là, je ne jouais pas pour l'équipe du Sénégal encore, j'étais à Rennes. Et si celui qui gagnait devrait aller jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. Et c'est là que j'ai décidé, j'étais à Rennes. Les dirigeants sénégalais m'ont appelé, j'ai dit que je vais venir jouer ce match-là. Et j'avais envie d'écrire la plus belle page de l'histoire de notre pays. Et je suis allé jouer contre le Bénin à Dakar. Et on a eu la chance de gagner 1-0 par le but de Cheikh Sidiba, je me rappelle. Et c'est là que le Sénégal a vu un jeune qu'il ne connaissait pas. Parce que n'oublions pas que mon histoire, j'ai été viré en équipe du Sénégal à l'âge de 15 ans. Mon entraîneur m'avait dit que j'étais pas bon, j'étais tout petit et maigre. Et c'est tout de suite après, en 95, je suis parti en Europe. J'ai commencé à travailler. Ce qu'il m'avait dit, je ne l'avais pas pris comme handicap. Mais je savais que j'allais revenir très fort. C'est ça un homme aussi. Décédé le 30 novembre dernier, Toussaint Tchiti va être conduit à sa dernière demeure demain samedi à Dogbo. Avant cet ultime voyage, la communauté scientifique lui a fait ses adieux ce vendredi sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Nikana Kovi a vécu ces moments d'émotion pour le journal télévisé. Jusque dans la mort, Toussaint Tchiti est ici à la place qui a toujours été la sienne. Dans un amphithéâtre, devant une foule d'étudiants et de chercheurs venus saluer la mémoire du maître de conférence. Quand je reviens ici, je vois par rapport à ce que nous avions trouvé en arrivant ici à la fondation de l'université du Dahomey, je vois le progrès réalisé. Et l'un des artisans de ce progrès, c'est Toussaint Tchiti que nous pleurons aujourd'hui. À 71 ans, celui que la démocratie naissante du Bénin a surnommé semeur de liberté s'en est allé. Il laisse la science héritière de ses travaux en linguistique, principalement orientés vers les parlers du terroir. Au nom du gouvernement du président Patrice Talon, j'adresse ici mes chaleureuses et sincères condoléances à la famille de celui qui s'est simplement soustrait à nos yeux de chair, mais qui vit éternellement à travers ses œuvres, dans nos cœurs, à travers les personnes qu'il a formées et surtout à travers ses innovations, dont les épreuves de langue nationale au baccalauréat. Avant la mise en terre dans son Dogbo natal, ultime hommage de la science à l'universitaire, ultimes adieux à un enfant chéri de la patrie, au directeur, aux ministres, aux mécaniciens du langage. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.